Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier sur la finance durable. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. On va parler de l'évolution des exigences des investisseurs, des banques et des assureurs. Donc, on permet aux participants de se joindre graduellement à l'atelier. Donc, en attendant que tout le monde se joigne, je vais vous expliquer tranquillement les règles de ce qui va se passer pendant cet atelier. Donc, c'est un atelier interactif à lequel vous êtes inscrits aujourd'hui. On vous demande d'être bien présent avec nous, fermer les téléphones cellulaires si possible. Nous serons ensemble pendant 2 heures. Ça va passer vite car il va y avoir des petits échanges en sous-groupe. On va également avoir des interactions avec vous. Il n'y aura pas de pause, donc c'est vraiment un 2 heures complet. Pendant les interventions, étant donné qu'on va être plusieurs participants, on vous demande de garder les interventions courtes. Si possible, de garder vos caméras fermées, donc ça permet de contribuer à diminuer des gaz à effet de serre, c'est certain. Mais pendant les échanges, on vous invite à utiliser votre caméra, bien entendu. Je vous invite également à repérer les petits outils au bas de votre écran, de conserver votre micro fermé, utiliser la fonction main levée si vous souhaitez nous poser des questions, ainsi que le clavardage. Donc, à nos côtés, il y a Élise pour le volet technique. Si vous éprouvez un pépin technique dans le clavardage, simplement rejoindre Québec Net Positif. Ça va vous permettre de nous rejoindre. Également, on a des experts en développement durable et en finance durable à nos côtés. Donc, Mme Cassandra Panoff qui pourra répondre à vos questions sur la finance durable dans le clavardage. Il y aura un guide du participant également. Donc, je suis Anne-Josée Lacarre, directrice générale de Québec Net Positif. À mes côtés pour animer cet atelier, Pascal Geneviève, co-initiateur de PME sobre en carbone. Sur ce, je vais inviter Pascal à se présenter. Pascal? Merci Anne-Josée. Bonjour à tous. Donc, chez CCG, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes une entreprise qui veut avoir un impact positif, être des acteurs du changement pour tout ce qui touche au changement climatique, donc afin de créer des communautés résilientes. Nos expertises couvrent à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc ce qu'on appelle communément l'atténuation, mais également l'adaptation au changement climatique, donc aux conséquences des changements climatiques. Nous sommes également des initiateurs et gestionnaires de projets qui visent à accélérer les solutions climatiques et nous donnons de la formation sur tous ces enjeux-là aux professionnels. Merci beaucoup, Pascal. C'est un plaisir d'être avec toi ce matin. De notre côté, chez Québec Net Positif, nous sommes un organisme à but non lucratif. Notre raison d'être est d'accélérer la transition de l'économie québécoise vers un avenir sobre en carbone et bien sûr net positif. Notre mission est de sensibiliser, mobiliser et outiller les entreprises, incluant les PME. Nous sommes soutenus par Desjardins McConnell et nous faisons partie aussi de la coalition accélérée 2030 pour le Québec. Donc, pour nous accompagner ce matin sur la thématique de la finance durable, une experte en finance durable à nos côtés, Madame Rosalie Vendette. Bienvenue, Rosalie. Bonjour, merci. Merci d'être tous là parmi nous et de m'avoir. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir, Rosalie, de t'avoir. Donc, Rosalie va présenter et simplement pour conclure notre brève introduction, cet atelier d'aujourd'hui vous est présenté par Desjardins. Il est également financé en partie par le gouvernement du Canada et on est en mesure de vous présenter grâce à de nombreux collaborateurs, dont BDC, Investissement Québec, Finance Montréal, Groupé Mauricie-Rive-Sud, PME Montréal Est de l'île, l'initiative Pivot de l'Université McGill, ainsi que CDP et l'ADEME. Donc, pourquoi nous nous intéressons autant aux PME et à vouloir outiller les PME pour la finance durable? Mais parce que les PME constituent une très grande proportion de l'économie québécoise. C'est plus de 2 millions de Québécois qui travaillent dans des entreprises de moins de 100 employés. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de contribuer à outiller les PME sur différentes thématiques en lien avec la transition et ce matin, la finance durable. Donc, sur ce, je passe la parole à Pascal. Merci Anne-Josée.
Il se trouve que quand on regarde les différentes trajectoires de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, on se rend compte que plus on attend et plus l'effort sera grand. En effet, les États ont pris des engagements d'atteindre certains niveaux, donc la carboneutralité. Et donc, plus on met des efforts tôt dans cette démarche-là, et mieux c'est. Et d'ailleurs, les acteurs de la finance sont bien conscients des efforts qu'il est nécessaire de réaliser et ils commencent à faire part de leurs exigences. C'est pour ça qu'on a cet atelier. Alors, avant de commencer, on a pour habitude de vous demander, à vous qui vous joignez aujourd'hui, de vous poser une question à travers un sondage. Et la question est la suivante. Quel est votre niveau de confort à expliquer en quoi l'évolution vers la finance durable peut avoir un impact sur votre entreprise ou sur une PME si vous accompagnez les PME? Donc, je lance le sondage Zoom. Et donc, l'idée est de voir entre le début de cet atelier et la fin de cet atelier à quel point votre niveau de confort a augmenté. Et donc, on refera le même sondage à la toute fin. Alors, encore une fois, à quel point vous êtes à l'aise à expliquer en quoi la finance durable peut aider votre entreprise ou une PME si vous accompagnez une PME. Donc, je vois les résultats qui rentrent, que je vais partager dans quelques secondes. On a quasiment tout le monde qui a répondu, donc je vais mettre fin au vote et vous partagez les résultats. Alors, on voit qu'on a 46% des gens qui ne se sentent pas très confortables à expliquer comment la finance durable peut avoir un impact positif sur les PME, mais on a quasiment autant de personnes qui se sentent déjà assez confortables. Alors, les gens qui sont assez confortables vont pouvoir contribuer, notamment à travers les activités en sous-groupe et partager leurs connaissances, éventuellement les projets qu'ils ont pu mener et le financement qu'ils ont pu obtenir, ce qui aidera les gens qui se sentent moins confortables. Et pour vous qui vous sentez moins confortable, on va s'assurer de vous apporter toutes les informations nécessaires pour augmenter votre niveau de confort. Sur ce, aujourd'hui, le déroulement de l'atelier est divisé en 4 étapes. La première étape est vraiment de comprendre la finance et surtout la finance durable, quelle est cette variation par rapport aux principes de finance en général. Ensuite, nous regarderons les outils de financement durable actuels mis en place. Enfin, on regardera comment accéder au financement vert, puisqu'on peut avoir des outils disponibles. Ça peut être des fois un défi de voir comment y accéder, quelles sont les premières étapes à mettre en place. Et enfin, on regardera les perspectives d'avenir, ce qui est en préparation, les outils de demain qui permettront de mettre en place d'autres projets à l'avenir. Alors, nous avons développé un formulaire du participant que Élise va pouvoir vous partager avec un lien. C'est un document en ligne qui vous permet de prendre des notes pendant tout l'atelier. Ces notes-là, une fois que vous avez donc inscrit votre adresse email au début et qu'à la fin, vous cliquez sur « Soumettez », vous allez recevoir par courriel l'intégralité des notes que vous aurez prises et vous verrez que ce formulaire contient également beaucoup d'informations que vous voyez également dans la présentation. Donc, non seulement c'est un moyen de capturer vos idées, vos réflexions, les commentaires de participants, mais en plus d'avoir du contenu de cette présentation que vous retrouverez ensuite dans vos courriels. N'oubliez pas de soumettre à la toute fin. Donc, c'est vraiment un outil très utile pour vous pour cet atelier. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Rosalie Vendette qui va vous parler de finances durables et de l'évolution des exigences des investisseurs, des banques et des assureurs. Rosalie. Merci Pascal. Alors, ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Parler d'un sujet qui est vraiment un sujet de l'heure. Si vous suivez ce domaine, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a des nouvelles qui sont sans cesse au quotidien qui viennent nous alimenter. Alors, pourquoi un atelier sur la finance durable? Bien, la première raison, je la trouve très évidente, c'est que les PME ont besoin d'appui financier. De tout temps, les PME ont eu besoin d'un appui financier, mais les défis qui nous attendent, comme Pascal l'évoquait, la trajectoire de transition sur laquelle on doit tous s'inscrire, va nécessiter des changements. Et les entreprises sont sans cesse en évolution constante et la finance veut être au cœur de ces changements-là. Parmi les changements, visiblement, atteindre la carboneutralité ou les émissions nettes zéro à horizon 2040-2050
Ce sont des engagements que de plus en plus d'organisations de différents secteurs, on a vu, secteur gazier, pétrolier, mais aussi des institutions financières. Alors, c'est très important de le dire. Beaucoup d'investisseurs et de banques et de coopératives financières se donnent des engagements et ça ne touche pas nécessairement uniquement leur empreinte, mais ça va toucher également les investissements et les financements que ces organisations vont faire. De plus en plus de ces organisations vont exiger des informations de nature environnementale, sociale et de gouvernance, et on va le voir plus tard, et vont avoir des attentes. Les entreprises évoluent. Donc, c'est un mouvement qui est en marche, qui n'est pas prêt de s'arrêter, qui s'accélère grandement, comme on a pu le voir dans dans les dernières années, là, surtout. Alors, peut-être avant de parler de finances durables, parler de finances en tant que telles, parce que on va faire quelques petites bases, hein. C'est toujours essentiel de se remettre dans le contexte. Qu'est-ce que c'est que la finance? Hein? Dans sa plus simple expression, on parle vraiment d'agents qui sont en surplus de capitaux, qui décident de reporter l'utilisation de ces capitaux-là à plus tard, reporter la consommation, par exemple. Reporter à plus tard, c'est-à-dire mettre à disposition ces capitaux à des agents qui sont en besoin de capitaux. Donc, qui sont ces agents-là, parce que j'utilise un mot assez neutre. Bon, on va parler des individus, des ménages, des entreprises, des gouvernements, toutes sortes d'organisations, en fait, qui ont besoin de sous, disons-le comme ça, pour mettre en œuvre des projets, effectuer des transformations. On le sait dans nos vies de tous les jours, c'est facile d'imaginer qu'on a besoin de faire un emprunt hypothécaire pour s'acheter un condo ou une maison ou un chalet. Même chose pour des entreprises qui ont besoin de faire des emprunts pour financer l'installation de nouveaux équipements ou encore qui vont accueillir des nouveaux investisseurs. Donc, on peut mettre les capitaux à disposition de manière directe ou indirecte. On peut le faire avec ou sans intermédiaire. En échange de ces capitaux que l'on met à disposition, qu'est-ce que l'on reçoit? Bien, on va être remboursé ou rémunéré, si vous voulez, en fonction du risque que l'on va prendre, le risque qui va être inhérent à la transaction et la durée du prêt ou la durée, la quantité de temps dont on va mettre les capitaux à disposition d'une organisation ou d'un projet. Fait que là, je viens de vous résumer à peu près tout ce qui existe en termes de placement, d'investissement direct, de financement. Pourquoi on fait ça en finance ou quel est le rôle de la finance? Bien, on parle d'allouer des capitaux aux projets qui apparaissent les plus rentables, qui sont les plus porteurs de grande utilité collective. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment inspiré d'un groupe de travail qui a planché très fort sur l'information liée au changement climatique, l'information financière liée au changement climatique. Bien, en fait, c'est le rôle de la finance de tout temps, ça a été le rôle de la finance, mais on n'avait peut-être pas nécessairement toutes les considérations environnementales et sociales à cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a en finance comme transaction? Des sources de financement, on peut les distinguer dans des grandes catégories. Il y en a bien sûr beaucoup plus que ce que je vous montre à l'écran, mais vous avez en gros les investissements et les placements. Donc, investissement direct dans des entreprises et les placements, quand on y va en indirect, via des véhicules de placement, des produits d'épargne ou des produits d'investissement. Et là, quand on parle d'investissement, on va être dans des prises de capital dans l'entreprise. Fait qu'on est vraiment en train de prendre du risque parce qu'on ne sera pas nécessairement remboursé si les choses vont mal, mais on est aussi partenaire de l'organisation et on va pouvoir bénéficier de bons rendements financiers si la valeur de l'entreprise s'améliore et si sa performance lui permet de procurer des dividendes, des profits, etc., etc. On a aussi des prêts, des produits de financement plus traditionnels où là, on va effectuer un prêt d'argent. Puis là, je ne rentre pas dans toute la complexité, mais on va financer des comptes clients, l'achat d'équipements, l'achat d'édifices, les rénovations et ainsi de suite. Et finalement, on a aussi l'assurance qui veut protéger, en fait,
les actifs, les intermédiaires qu'il veut protéger, les différentes parties qui sont dans la transaction. Ça fait un petit peu le tour pour la finance traditionnelle avant de passer à la finance durable, où là, je vous explique en fait ce qui se produit quand on s'intéresse à la durabilité, quand on s'intéresse aux différents éléments. Donc, la finance traditionnelle, appelons-la comme ça, on vous la montre sur un autre diagramme où vous voyez les fameux agents dont on parle, les gouvernements, les entreprises, les individus, les ménages, et les différents types de transactions où on a des prêts, des investissements qui vont financer de la consommation, des dépenses et différents projets. Et bien, cette finance traditionnelle-là s'intéresse au rendement financier, comme on le voit apparaître sur le schéma à droite. Quand on s'intéresse à la durabilité, il va se passer quelques petits trucs dans notre schéma et je vous les fais apparaître. C'est-à-dire qu'on va faire évoluer le système financier et la finance pour intégrer des considérations environnementales, des considérations pour la planète. Donc, on ne s'intéresse plus uniquement au système financier, mais on a une approche plus holistique, plus englobante, si vous voulez. On s'intéresse à différentes parties prenantes, différents effets. Et on s'intéresse aussi aux retombées et aux impacts sur les communautés, sur la société, sur les grands enjeux de société. Donc, on va parler de capital naturel et capital social parce que la destination, notre objectif change un tout petit peu. Donc, oui, on s'intéresse toujours à la création de valeur financière, mais on va s'intéresser à une création de valeur plus grande, une valeur à long terme. En fait, ce qu'on vient de dire, c'est les considérations pour les enjeux environnementaux puis les enjeux sociaux vont avoir un impact sur le système. Ce n'est pas comme si c'était des choses qui sont déconnectées. Il faut les imaginer de plus en plus ensemble et c'est pour ça que la finance est en transition et qu'on parle davantage d'une finance durable et que probablement que dans un avenir pas si lointain, on n'aura plus nécessairement besoin de parler de finances durables parce que le système va avoir complètement intégré ce dont on parle aujourd'hui, évidemment avec des sensibilités, des considérations un petit peu différentes. Donc, de quoi on parle au juste quand on parle de durabilité, puis on utilise le fameux acronyme ESG. Vous en entendez probablement souvent parler. Bon, on parle d'environnement, de considération environnementale, de considération sociale et de considération gouvernance. Donc, on vous montre à l'écran certains des sujets que l'on touche, qui sont à la fois source de risques pour des organisations, pour des entreprises, pour des gouvernements. Donc, ça peut représenter ou se traduire en risque financier ou encore source d'occasion, d'opportunités d'affaires. Donc, on peut, si on est une entreprise, s'intéresser à ces choses-là parce que c'est important pour les activités de mon entreprise, c'est relié à mon secteur d'affaires et ça peut avoir des conséquences positives si je m'y intéresse puisque je peux peut-être me distinguer de mes compétiteurs et dénicher des nouvelles occasions qui vont faire que ça va rayonner positivement. Donc, quelques exemples ici que vous voyez au niveau environnement. On en parle souvent, les changements climatiques, mais la raréfaction de l'eau, la pollution de l'air, ça peut être des choses importantes. Si on regarde au niveau social, on va parler de l'acceptabilité sociale. On en entend souvent parler parce que c'est particulièrement important quand on a des projets qui touchent les territoires des Premières Nations, mais c'est aussi vrai dans tous les autres types de contextes. On n'a qu'à penser à un projet minier, par exemple, qui va s'établir dans une nouvelle région. On va souvent avoir les communautés environnantes, les villes et villages environnants qui vont être très inquiets des répercussions négatives au niveau du bruit, au niveau de la pollution, au niveau de la circulation, des véhicules qui vont aller et venir à la mine, au niveau de la contamination possible de la nappe phréatique, etc., etc. Donc, vous voyez qu'un projet minier peut facilement dérailler s'il n'est pas capable d'aller chercher une acceptabilité sociale auprès des communautés environnantes. On a des procédures mises en place, les bureaux d'audience publique quand on regarde au Québec, mais souvent, il faut aller au-delà et travailler l'acceptabilité sociale pour aller faire accepter son projet bien en amont. C'est ce qu'on voit en tout cas dans les meilleures pratiques. Autre exemple, si on va du côté de la gouvernance, puisqu'on s'intéresse aujourd'hui aux PME, on va voir que c'est souvent crucial, la succession. On n'y réfléchit pas toujours assez
quand on est les deux mains sur le guidon, le nez dans le volant, puis on essaie de gérer l'ensemble des priorités qu'on a avec lesquelles on a à transiger quand on est en poste de direction dans une entreprise. Mais il est important pour des conseils d'administration de se soucier de ces sujets-là et d'avoir un plan de succession en place advenant une transition nécessaire de l'équipe de direction et de son principal dirigeant ou sa principale dirigeante, ne serait-ce que pour prévenir des situations de maladie, de décès, de changement qui peut survenir. Donc, vous voyez ici qu'il y a une foule de sujets qui peuvent nous interpeller quand on est une entreprise. Et souvent, les gens vont se demander, mais pourquoi on s'intéresserait à ces choses-là? Bien, oui, c'est dans l'air du temps, mais il y a beaucoup plus de raisons pour lesquelles on peut s'intéresser à ça. Il y a tout d'abord le fait qu'il y a des recherches qui ont été faites et qui nous permettent de croire qu'une entreprise qui s'intéresse et qui gère activement les dimensions dont je viens de vous parler, pas toutes les dimensions, mais celles qui sont les plus significatives pour les activités d'une entreprise, dégage des meilleures performances financières. Donc, des entreprises qui ont une meilleure performance au niveau ESG vont offrir une meilleure performance financière. Et l'inverse est aussi vrai, une entreprise qui a des moins bonnes performances ESG sur des sujets qui peuvent être d'impact, bien, on va voir, comme on le voit dans le graphique, que ça va entraîner des répercussions au niveau financier. On a aussi des répercussions au niveau financier qui sont importants quand on parle de coûts de capitaux. Et là encore, quand on revient avec ces fameux résultats de recherche, on voit que les entreprises qui offrent une bonne performance ESG, et les recherches ont été faites sur des grandes entreprises qui sont évaluées avec des scores ESG, on voit que des bonnes performances ESG sont associées à des coûts de capitaux moindres. Et on voit que ces observations-là sont faites autant dans des marchés développés que des marchés émergents. Et donc, c'est important de dire que c'est, comment je dirais, on commence à avoir des résultats de recherche. Les entreprises de plus grande taille peuvent commencer à témoigner qu'elles le voient. Donc, ce que ça veut dire en gros, à terme, c'est qu'une entreprise qui ne se soucie pas ou se soucie peu des dimensions environnementales, sociales et de gouvernance, qui va offrir une piètre performance, risque d'avoir de plus en plus de difficultés à aller obtenir du financement sur les marchés. Ce n'est pas directement ce qu'on observe au jour d'aujourd'hui dans toutes les organisations, mais c'est plutôt de l'ordre des projections parce qu'on commence à le voir chez les très grandes entreprises. On commence à voir aussi en finance durable l'émergence de nouveaux instruments, des nouveaux mécanismes de financement que sont les obligations liées à la durabilité, les obligations durables, les obligations vertes, les obligations sociales et les prêts verts, comme en témoigne le graphique aujourd'hui, ce que je vous montre à l'écran. Donc, peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que c'est ces instruments-là. Bien, si on prend le prêt vert, par exemple, c'est un prêt qui vient financer des projets avec une dimension environnementale, avec des retombées environnementales positives. Et puis, qui décide ça? Bien, pour l'instant, on n'a pas une série de critères ou de standards ultra définis, mais la communauté internationale de financement commence à s'entendre sur des principes dont elle s'inspire, des principes qui dictent de quelle manière on utilise le financement que l'on obtient. Il faut que les projets soient évalués comme ayant des bonnes retombées. Il faut que les projets soient évalués. Il faut qu'il y ait une sélection qui est faite, une évaluation par l'organisme prêteur. Il faut qu'il y ait aussi une dimension de reddition de compte. Donc, on va parler de, si on fait le parallèle, par exemple, avec le marché de l'individu, bien, un prêt, si je reviens avec mon fameux exemple de prêt hypothécaire, bien, on vous prête de l'argent parce que vous voulez faire des améliorations à votre propriété qui vont amener un meilleur rendement énergétique, une efficacité énergétique, par exemple. Ce serait l'illustration d'un prêt vert. Et vous pouvez vous imaginer qu'on peut l'amener à une échelle plus grande quand on est au niveau des entreprises pour différentes… Rosalie, nous avons reçu une question pour toi qui touche un peu ce sujet-là. Donc, parmi l'audience, il y a des PME, mais aussi des gens qui viennent de coopératives ou d'organismes à but non lucratif.
puis ils se demandent s'il y a du financement ou des investisseurs qui investissent ou du financement qui est offert pour des projets verts qui seraient portés par des OBNL ou des coops. On voit l'émergence de nouveaux instruments. Ils n'apparaissent pas sur ce graphique-là. Merci Anne-Josée, merci à la personne qui pose la question. On parle d'obligations communautaires. Je pense entre autres à une obligation communautaire en ce moment qui est émise par le Jour de la Terre et qui cherche à financer l'installation de bornes de recharge électrique. Donc, c'est un instrument, disons-le, plutôt atypique, pas traditionnel au sens où ça ne fait pas partie des catégories qu'on voit à l'écran, mais il y a de l'accompagnement qui est effectué par le TIES, les territoires innovants en économie sociale et solidaire. Donc, c'est possible d'aller chercher de l'information pour structurer, en fait, une approche au marché qui permettrait à un organisme communautaire ou sans but lucratif d'aller essayer de capter des capitaux d'une manière peut-être un petit peu différente. Il y a aussi du financement solidaire qui existe, qui n'apparaît pas sur cette planche-là. Si on va voir des joueurs, par exemple, comme le Réseau d'investissement social du Québec et d'autres joueurs qui sont dans l'économie sociale et solidaire, c'est possible d'avoir un financement un petit peu différent qui va vouloir vous appuyer justement dans vos démarches. J'espère que j'ai répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous manifester encore dans le chat. On va pouvoir poursuivre la conversation. Moi, je termine sur la finance durable, en fait, pour vous dire qu'au-delà des rendements financiers puis des coûts financiers, il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles on encourage les entreprises à s'intéresser à la durabilité. Beaucoup d'autres raisons qui sont liées à la création de valeur. Donc, je l'ai dit, saisir des occasions d'affaires, se distinguer, innover. En comprenant mieux, dans le fond, l'environnement dans lequel on évolue, on est capable de comprendre où les compétiteurs qu'on a se situent et de se forger des meilleures compréhensions d'où notre clientèle s'en va ou de saisir, en fait, des opportunités parce qu'on est capable de répondre à des nouvelles clientèles qui sont en émergence ou continuer, dans le fond, à répondre à des clientèles, je pense à des marchés sur l'exportation qui vont imposer davantage de règles qui sont liées à la durabilité. C'est sûr qu'on a vu qu'il y a davantage d'organisations et d'individus s'intéressent à la durabilité et de pouvoir leur répondre vous permet d'augmenter la fidélisation, de maintenir la fidélisation de ces clientèles-là. On a aussi une foule d'autres raisons que l'on vous montre à l'écran. On sait que ça plaît beaucoup aux employés dans une époque où on est vraiment avec des gros défis de pénurie de main-d'œuvre, avec les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, s'inscrire dans une trajectoire où on veut réduire notre empreinte environnementale semble plaire à plusieurs. On le sait, hein, des fois, c'est pas toujours facile d'être proactif, mais si par exemple, c'est utile parfois de pouvoir l'être. Si je prends l'exemple de la cybersécurité, si on s'intéresse à la cybersécurité trop tard, puis on est victime d'hameçonnage, bien, on peut voir que ça va nous coûter vraiment très cher, alors que si on s'y intéresse en avance, de façon à être proactive, bien, on peut peut-être prévenir. Et c'est ce qu'on voit souvent en finance durable. Ce n'est pas que ça épargne les compagnies, ça les isole des risques, mais ça leur permet de rebondir beaucoup plus facilement et d'avoir une meilleure gestion des risques. Fait que tout ça, c'est une foule de raisons qui nous permettent de comprendre que la finance durable, bien, c'est en forte croissance. C'est sûr que c'est pratiqué par de nombreux joueurs. De plus en plus de joueurs, on va le voir. C'était surtout des joueurs en investissement. Vous le voyez, des très grands. On entend souvent parler de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Vous entendez parler des très grands gestionnaires de régimes de retraite, des très grands joueurs. Mais pas que, parce que ça se démocratise et ça devient de plus en plus populaire. Et bien, on voit que les prêteurs, les autres acteurs du milieu financier, les assureurs et tous les intermédiaires s'engagent dans une démarche de durabilité. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de changements dans les années à venir, des attentes croissantes pour justement les PME et les organisations qui obtiennent du financement ou font l'objet d'investissements. Donc, sur ce, je vais repasser la parole à Pascal.
Merci beaucoup, Rosalie, pour ce survol de la finance durable. Tu as bien mis de l'avant la dynamique qu'il y a autour des investisseurs et des différents moyens qui sont mis à disposition, puis des atouts surtout pour les entreprises de regarder ce que la finance durable peut leur apporter. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le concret autour des outils de financement durable qui sont actuellement disponibles. Et avant de montrer différents outils, eh bien, on va vous poser une question. Donc, on a un sondage. Ce sondage, en fait, vise à savoir où est-ce que vous en êtes dans votre démarche de transition. Pourquoi est-ce qu'on pose la question? Eh bien, c'est parce que les outils disponibles dépendent en fait de là où vous êtes rendu dans votre démarche. Donc, voici les questions que nous avons pour vous. Alors, est-ce que vous êtes à l'étape de curiosité, c'est-à-dire que vous avez un intérêt émergent, mais vous n'avez pas encore démarré concrètement une démarche? Ou est-ce que vous êtes déjà rendu à la démarche vous êtes en train de prévoir votre diagnostic, donc vous voulez vous engager, vous cherchez des bonnes idées, puis vous êtes prêt à vous lancer dans un diagnostic? Est-ce que vous avez déjà complété votre diagnostic, mais pas encore un plan d'action qui vise à mettre en place des recommandations? Ou alors vous avez déjà fait votre plan d'action, puis vous êtes en train de le mettre en œuvre? Ou alors vous êtes même rendu plus loin, il est déjà en cours, vous avez des projets qui sont très clairement identifiés dans une échéance relativement court, voire même vous êtes rendu à être une entreprise déjà bien avancée, vous avez mis en place plusieurs projets et vous sentez que vous êtes sur une trajectoire de transition compatible avec un avenir sobre en carbone. Donc une seule réponse possible vis-à-vis de toutes ces questions en fonction de l'état d'avancement où vous vous sentez être. Alors, on a pas mal de réponses qui sont rentrées. Je vous laisse encore quelques secondes pour nous indiquer où est-ce que vous êtes dans votre démarche de transition et de mise en œuvre d'actions climatiques. On va prendre encore 5 secondes. Donc, plus vous êtes avancé, plus vous pouvez l'indiquer. Je vais mettre fin au vote maintenant et je partage les résultats. Alors, ce qu'on voit, c'est que il y avait une réponse supplémentaire qui est j'accompagne des PME dans leur démarche de transition. On voit qu'on a un gros tiers des participants qui sont en fait qui sont des acteurs de l'écosystème et qui accompagnent des PME dans leur démarche. On voit qu'on a un quart à peu près qui sont à l'étape de curiosité et d'intérêt, puis il y a un autre quart qui sont pas loin, qui sont au début de la démarche en fait, et qui sont en train de prévoir le diagnostic. Donc, en majorité, vous êtes des gens qui sont au début d'une démarche et qui souhaitaient bien comprendre quels sont les outils à disposition. Donc, on va pouvoir répondre à ces différentes questions par la suite. Et bien sûr, ceux qui sont en train d'accompagner pourront faire part de leur expérience et c'est tout un atout de nos ateliers, c'est ces échanges d'expériences entre ceux qui sont déjà avancés dans des démarches et ceux qui débutent leur démarche. Alors, en termes d'outils, on les classe, si vous voulez, en 3 grandes catégories. On a tout d'abord le premier type de projet ou de démarche qui peuvent être soutenus par du financement vert qu'on a catégorisé en termes d'études, d'analyse et de diagnostic. C'est habituellement la première étape. Donc, ça couvre quoi? Ça couvre des études de faisabilité, des études de marché, analyse de la performance énergétique, des inventaires d'émissions de gaz à effet de serre ou l'empreinte environnementale sur le cycle de vie d'un produit. Donc, on va avoir un portrait de là où on est. Ensuite, deuxième type de projet, ce sont des plans d'action. Donc, on dépasse le diagnostic, on veut mettre en place concrètement des actions. Et donc, ça peut être un plan d'action qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, un plan de recherche et développement de produits ou de l'évaluation de l'efficacité des mesures. Donc là, on est vraiment dans la mise en place d'actions, puis il y a de l'accompagnement qui vient avec. Et puis, une troisième grande catégorie, c'est l'adoption de nouvelles technologies et de pratiques. Donc là, on est vraiment dans des projets, par exemple, achat de matériel, ça peut être de la rénovation, de l'installation de nouveaux équipements. Ça couvre également la formation et la mise en place de nouvelles technologies comme des technologies propres. Donc vraiment, on a habituellement ces 3 grandes catégories pour lesquelles on a différents types de financement et qui correspondent aussi à un certain type d'avancée, de maturité dans la démarche. Alors maintenant, on vous propose de prendre 2 minutes pour
une réflexion personnelle et également un partage de projets. Ces 2 minutes, on vous demande de les mettre à profit pour réfléchir à quels sont les projets liés à l'action climatique ou à la transition de votre entreprise qui pourraient recueillir du financement. Et on vous invite à partager vos réponses dans votre formulaire de façon à garder trace des projets que vous avez en tête. Alors, vous êtes invité également à nous les partager dans la boîte de clavardage, de façon à nous donner une idée du type de projet qui vous ont amené à venir ici aujourd'hui trouver les bons financements ou les financements éventuellement disponibles. Alors, je démarre un timer de mon côté. Si vous avez des idées de projets déjà que vous avez clairement en tête, vous pouvez nous les partager. Je vois un premier projet d'économie circulaire, d'écologie industrielle. Merci pour ce premier partage. Effectivement, des projets d'économie circulaire permettent de réduire la consommation de matières premières et donc très souvent amènent à une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Faire l'achat de machinerie électrique, faire de plus en plus de projets circulaires. Donc, quand on est amené à remplacer des machines qui fonctionnaient avant avec des combustibles fossiles, comme le gaz naturel, par des équipements qui fonctionnent à l'électricité, ici au Québec, eh bien, ça amène effectivement des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Projet de revalorisation de la chaleur. Effectivement, donc quand on a de la chaleur produite, elle peut permettre, quand elle est partagée, d'éviter l'utilisation de carburants fossiles pour en générer. Projet d'éco-conception et éco-construction pour un nouveau bâtiment, très intéressant. Donc là, on est dans le domaine de la construction. Quand on réfléchit au cycle de vie des produits, on peut regarder des produits qui sont moins impactants en termes d'empreinte carbone. Agriculture de précision en serre, électrification des serres. Excellent exemple dans le domaine de l'agriculture, où le fait de remplacer des brûleurs, en fait, qui souvent vont fonctionner au gaz naturel par un système électrique, va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Projet d'éducation environnementale et mise en place de jardins scolaires dans des écoles. Excellente suggestion. Donc, on est dans le domaine de l'éducation. Alors, je vois chauffage, refroidissement. Les 2 minutes sont écoulées. Donc, il y avait une dernière suggestion de projet de formation de nos membres reliés au changement climatique. La formation, effectivement, est un type de projet qui peut être financé. Amélioration de bâtiments. Merci beaucoup pour tous ces exemples. Je vois qu'il y a beaucoup d'idées, en fait. Il y a beaucoup de projets qui cheminent de votre côté. Alors, soyez sûr de les avoir bien gardés précieusement dans votre formulaire. Approvisionnement, ici je vois aussi approvisionnement durable pour agriculteurs maraîchers, donc très intéressant. Merci beaucoup, merci Pascal pour cette période d'échange. Ça nous permet vraiment de voir les projets d'intérêt pour les participants. On a vu qu'une grande partie de vos projets sont à l'étape de la réflexion, du diagnostic, au tout début, ou encore une grande portion des gens ici accompagnent les PME. Donc, le premier conseil qu'on aime toujours donner en termes de finances durables, si on veut, c'est un atout exceptionnel qu'on a au Québec. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu nulle part ailleurs au Canada. On a la chance d'avoir un réseau d'agents du Fonds Éco-Leader. Donc, il y a un agent du Fonds Éco-Leader dans toutes les régions administratives du Québec, peu importe d'où vous venez. Donc, c'est possible pour vous d'aller rencontrer l'agent et de présenter votre projet. Et ce qui est intéressant avec le réseau des agents, c'est qu'ils ont accès à des experts qui peuvent vous accompagner. Donc, une banque de 370, même un peu plus, experts conseils sur tous les aspects du développement durable ainsi que dans tous les secteurs d'activité. Donc, que vous soyez dans un commerce de proximité, un commerce de détail, dans le secteur agro-agri ou agricole, un peu comme on a vu ici, le bâtiment, le transport, les OBNL. Donc, il y a des experts qui peuvent vous accompagner dans vos projets. Mais non seulement ça, les agents du Fonds Éco-Leader ont accès à un répertoire de plus de 140 programmes de financement sur tous les volets du développement durable. Donc, aujourd'hui, on parle plus spécifiquement de l'action climatique et c'est ce que Rosalie va nous présenter tout à l'heure. Mais peu importe la thématique du développement durable, incluant l'action climatique, le Fonds Éco-Leader peut vous accompagner. On est très chanceux parce que récemment, le Fonds Éco-Leader a bonifié ses programmes.
Donc, le Fonds Écolidar peut aider au tout début, dès l'analyse, dès le début, si vous avez besoin d'un expert à vos côtés pour vous accompagner, faire les plans d'action, vous accompagner dans la mise en œuvre, peut également vous aider au niveau de l'achat de technologies propres. Et le financement, maintenant, va jusqu'à 75 des frais du projet. Donc, c'est très intéressant et les sommes sont quand même substantielles avec la bonification récente jusqu'à 20 000 sur les diagnostics plans d'action, un autre 20 000 au niveau de la mise en œuvre et de l'accompagnement. Puis il y a aussi des sous pour l'adoption de nouvelles technologies qui s'additionnent pour un total jusqu'à 100 000 de financement disponible aux entreprises. Donc, ça vous permet d'investir des sommes quand même relativement raisonnables, mais de faire un investissement substantiel dans votre transition grâce au Fonds Écolidar, accompagné par des agents d'expérience. Donc, ici au Québec, allez vers vos agents Écolidar, c'est vraiment le premier conseil, une très bonne chose à faire, très facile à trouver sur le site du Fonds Écolidar. C'est certain que, il n'y a pas juste les agents, il y a plein d'autres gens autour de nous qui peuvent nous aider à trouver du financement. Et c'est pour ça qu'on a Rosalie avec nous aujourd'hui. Donc, je vais lui relaisser la parole là-dessus. Rosalie? Merci Anne-Josée. Mon petit commentaire éditorial sur le Fonds Écolidar, parce que moi aussi, je trouve l'outil extraordinaire, c'est de dire aux participants en ligne, à vous, profitez-en parce qu'on le sait, hein, du financement d'origine publique, des sommes octroyées par des gouvernements, ça peut changer. Il y a des élections l'année prochaine, donc on ne sait pas si les gouvernements subséquents vont vouloir bonifier ou au contraire épuiser les sommes. Donc, moi, je dirais qu'il faut en profiter plus tôt que plus tard. Donc, ceci dit, moi, j'ai un conseil. Mon conseil numéro 2, c'est, vous savez quel projet vous allez mettre de l'avant, vous en avez parlé dans le chat. C'est d'aller voir votre organisation, votre institution financière. On va faire état des produits qui existent dans quelques instants, qui peuvent être plus spécifiques, mais comme je le disais dans la première partie, la finance se transforme et donc, c'est fort possible, très probable, que les produits existants, les produits traditionnels, soient en mesure de répondre à vos besoins. En fait, si on remonte il y a plusieurs années, probablement que d'arriver avec un projet d'efficacité énergétique, c'était peut-être moins bien compris par les intermédiaires avec lesquels vous faites affaire, par votre directeur, votre directrice de compte, mais aujourd'hui, ces gens-là s'y connaissent de plus en plus et il ne devrait pas y avoir nécessairement un problème à obtenir du financement pour un projet comme ça. Ce qu'on voit, c'est que les entreprises, en fait, les organismes qui octroient du financement sont en train de se former, de connaître de plus en plus quels sont les tenants et les aboutissants d'un projet comme ça. Puis éventuellement, fort probablement, qu'ils seront même plus en mesure de dire voici les retombées positives ou les façons dont ça vient réduire le risque pour une entreprise. Donc, ils seront de plus en plus intéressés à vous accompagner dans ces transformations-là. Fait que c'est sûr que je pense qu'au niveau des répercussions, c'est aller vers votre institution actuelle, même si elle n'offre pas nécessairement un produit spécifique, c'est de lui lancer aussi un signal que ça vous intéresse. Et plus on est nombreux à lancer ce signal-là, plus c'est pris en compte par l'organisation, puis ça accélère la transformation. Et ça donne en fait une assurance à l'organisation qui vous prête de dire « Hey, ça va être intéressant, il va y avoir un marché pour ces nouveaux produits-là, ces nouveaux outils, en fait, qui existent au niveau des capitaux. Et puis, qui sait, ça peut donner lieu à la création dans quelques années de produits. Il ne faut pas passer sous silence aussi le fait qu'il y a probablement des organisations qui sont en train d'effectuer des transformations. Donc, ce n'est peut-être pas visible aujourd'hui, mais c'est peut-être visible dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois. On a le témoignage ici de Evol, anciennement connu sous le nom de Femmes et Sœurs, qui témoigne de ça, que l'organisation est en train d'intégrer des préoccupations dans ses activités de financement. Conseil numéro 3, c'est d'aller vers des mesures incitatives, des produits de financement spécifiques qui existent. Il y a, puis on va les voir dans les prochaines fiches, des produits qui existent qui émanent de sources publiques, donc du financement gouvernemental, paragouvernemental, donc qui veut accompagner, qui veut aider les organisations, les entreprises à prendre le virage et donc qui met des sommes à disposition avec des éléments de subvention ou
des avantages, si vous voulez. Puis, il y a timidement, mais de plus en plus, des sources qui sont plutôt de l'ordre du privé, donc des organisations qui se tournent vers ça pour vous aider avec des sources de financement très spécifiques. Je pense, par exemple, à Hydro-Québec qui vient de conclure un partenariat assez unique, de la coopétition avec Énergir, où on va tenter de réduire de 70 l'utilisation du gaz naturel et pour en fait, aller chercher des gains financiers, fait qu'il y a des facilités pour transformation d'équipements qui vont nous permettre d'éviter, à terme, c'est l'objectif, 540 000 tonnes de CO2 ou l'équivalent d'ici 2030, peut-être. Oui. Voilà. Donc, regardons quelques-unes de ces sources de financement. On les a subdivisées dans des catégories. Première catégorie, c'est des sources, des outils qui visent la transition énergétique, la réduction des gaz à effet de serre et le développement durable. Bon, vous voyez ici différents exemples d'utilisation. Si on parle en termes d'efficacité énergétique, par exemple, pour un établissement industriel, ça pourrait être en fait l'installation d'un système de récupération de la chaleur avec une thermopompe et une gestion d'énergie. Hydro-Québec nous donnait l'exemple d'une telle installation qui coûterait plus de 2 millions de dollars. Donc, on voit que c'est assez important et qu'on a besoin d'être accompagné, puis on a besoin d'aller se chercher du financement. Vous avez une foule d'autres exemples ici et j'en profite pour dire que vous allez avoir un lien là, dans des détails dans le guide du participant parce que, bien évidemment, on ne passera pas chacune des organisations en détail, mais on veut quand même rendre l'information disponible pour vous permettre d'avoir le plus de choix possible puis de voir quelles sont les exigences des différents joueurs. Commençons par Investissement Québec, en fait, parce que Investissement Québec a lancé plus tôt cette année, Compétiver, qui est un programme qui contient des solutions de financement, d'accompagnement. Et Compétiver, Investissement Québec fait aussi beaucoup au niveau de la sensibilisation et de la formation avec des classes de maîtres. Donc, chez Compétiver, vous avez accès à des solutions de financement pour les fonds de roulement, l'immobilisation, et vous avez aussi des solutions d'appariement d'investissement. Fait que parmi les projets admissibles, on va parler d'efficacité énergétique et stockage, électrification des transports, chimie verte, économie circulaire, l'Internet des objets, agritech. Le choix est grand et en fait, les modalités sont variables, donc minimum de 50 000 $, mais vous avez aussi un moratoire avec des financements sur 48 mois. Donc, moratoire sur le remboursement de capital sur des financements jusqu'à 25 ans. Donc, très intéressant de voir ce qui se produit chez Compétiver, chez Investissement Québec. De manière similaire, vous avez aussi des projets de financement et d'accompagnement en performance énergétique par la SOFIAC. En fait, vous voyez ici que ça peut être 100 % du projet qui peut être financé pour une valeur totale de 150 millions qui est mise à disposition pour les différents projets. On voit que les projets peuvent être rentabilisés grâce à des économies d'énergie. Quand on calcule sur une plus longue période, sur 15 ans, on repaie son projet. Et donc, il est possible d'avoir du financement pour à terme, contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, la réduction de la consommation de l'énergie. Donc, voilà, ça, c'est deux sources qui sont, disons, disponibles. On a de plus en plus, on voit des joueurs du milieu privé comme HSBC offrir des produits spécifiques. HSBC est très actif parce que non seulement il y a des prêts verts, mais il y a aussi des outils de financement de location verte, de comptes à recevoir durables, les dépôts verts et une foule d'autres instruments, tout dépendant de la taille de l'entreprise et du projet que vous avez. Mais ils nous indiquent qu'il n'y a aucun minimum. En fait, ils sont ouverts aux discussions de toute taille pour obtenir un financement vert.
Et ce qu'ils veulent, en fait, c'est de contribuer, d'accompagner l'organisation quand elle a des objectifs environnementaux, sociaux, surtout si c'est en lien avec l'un ou l'autre des 17 objectifs de développement durable des Nations unies. Je vous invite à vous renseigner. Là, les 17 objectifs, c'est en fait ni plus ni moins que le plan d'action de la planète d'ici à 2030. Donc, c'est assez simple. Mis à part les dépôts verts, il n'y a aucun minimum. Il ne suffit que de contacter HSBC. Petit bémol, par contre, il n'y a pas nécessairement un avantage qui se traduit en une réduction des taux d'intérêt. C'est vraiment, on va chercher là la possibilité pour HSBC de bien comprendre votre projet, de vous accompagner. Mais on ne voit pas encore nécessairement une foule d'autres avantages. Donc, peut-être que ça viendra éventuellement. En fait, c'est ce qu'on commence à voir un petit peu en Europe, mais pour le moment, il n'y a pas nécessairement des avantages financiers. Au fur et à mesure que les organisations vont se renseigner sur le risque, vont se familiariser, on va peut-être voir différents paramétrages. Autre type de source de financement, on en parle de plus en plus, ça faisait l'objet d'annonces, hein, on l'a vu. L'entreprise Lion Électrique s'est adjoint, qui a fait un partenariat avec Demers pour des ambulances électriques. C'est une annonce qui a été faite il y a quelques jours. Donc, l'électrification des véhicules, sujet hautement intéressant. Et là, on voit de manière équivalente une foule de joueurs qui sont là pour vous aider avec des véhicules de financement. Donc, encore une fois, vous voyez Investissement Québec, PDC, Énergir, Ministère des Ressources naturelles Canada, même chose pour Transition énergétique Québec. Donc, on peut procéder ou on peut aider à l'achat, l'acquisition de véhicules électriques ou hybrides, l'installation des bornes qui vont avec, hein, et la transformation de sa flotte. Même chose pour une foule d'autres projets qui peuvent être financés et qui ont des retombées environnementales intéressantes. On parle ici de projets en innovation industrielle, par exemple, en technologie propre, des outils qui sont là pour stimuler la croissance d'entreprises qui veulent, en fait, dans leur modèle d'affaires, contribuer à une économie qui est partagée, une économie qui est prospère, une économie qui est équitable. Et de plus en plus, vous allez voir qu'il y a aussi de l'accompagnement pour rayonner. Parce que c'est fort possible hein, qu'on ait des bons joueurs au Québec. On a la possibilité de se dégager un avantage. Donc, accompagner des entreprises qui vont vouloir se distinguer à l'échelle locale, nationale et internationale. Il y a du financement disponible. Il y a des... si on parle, par exemple, de Cycle Capital Management, c'est un investisseur en capital de risque qui est là pour accompagner des entreprises qui éventuellement vont probablement entrer en bourse. C'est le cas de certaines entreprises récemment que Cycle Capital a accompagné. Et donc, ils vont passer à un stade supérieur de leur croissance. C'est le temps de repasser la parole à Pascal pour un petit atelier. Alors, Pascal, à toi la parole. Merci Rosalie de nous avoir présenté plusieurs types de financements très concrets qui peuvent aider donc, les PME à aller de l'avant avec leurs projets. Alors là, on a une activité qu'on va réaliser en sous-groupe et la question qu'on vous pose de traiter, c'est donc, le sujet, c'est votre PME souhaite réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à sa flotte de véhicules. Quelles sont les principales étapes à considérer? Quel soutien financier pourrait-il être bénéfique, pardon. Donc, ce qu'on vous demande de réfléchir, c'est au-delà de juste l'achat de véhicules, qui est une étape indispensable, bien évidemment, eh bien, qu'est-ce qui doit être pris en compte pour faire en sorte que vous allez maximiser les réductions d'émissions de gaz à effet de serre et vous allez prendre en compte l'ensemble des enjeux liés à une flotte de véhicules. Alors, et quel type de financement seront disponibles? Est-ce que vous avez besoin de faire une étude en amont? Est-ce qu'il y a de l'accompagnement à un moment donné à prévoir? Je vous donne quelques indices. Donc, on va créer des sous-groupes de façon aléatoire et pendant 10 minutes, on vous invite à échanger avec les autres personnes, les autres participants dans votre sous-groupe pour voir à quelles sont les principales étapes à considérer et quel financement serait accessible pour réaliser ce projet de réduire les émissions de GES de flotte de véhicules. Et un point important, suite à ce sous-groupe, vous serez ramené en plénière
et on invitera les personnes, les groupes qui le souhaitent à partager leurs réponses, à partager les réflexions qu'ils ont pu avoir en sous-groupe. On a un temps dédié pour ça à la suite de cet atelier. Alors, si on est bon, on peut lancer les sous-groupes et dans 10 minutes, on se retrouve en plénière pour un débrief. À tout de suite. Alors, nous revoilà en plénière. Eh bien, j'ai pu observer beaucoup d'échanges très riches sur les différentes possibilités pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'une flotte de véhicules. Je vous invite à nous partager vos réflexions. Qui voudrait prendre la parole? Si vous intervenez, je vous demanderai d'être succinct pour laisser de la place aux autres, mais vous avez la possibilité de partager de vive voix les réflexions que vous avez eues. Merci Sylvain. On voit qu'il y a plusieurs étapes. D'abord, on réfléchit à qu'est-ce qu'on a besoin de faire, donc l'évaluation du besoin, puis ensuite, comment on déploie. Donc là, c'est plus le plan d'action. Merci beaucoup. Effectivement, il peut y avoir des enjeux locaux en fonction de si on va avec des véhicules électriques, eh bien, ça prend des bandes de recharge. Donc, c'est un très bon point. Je vois qu'il y avait d'autres personnes qui avaient levé la main. Je vois Carole Miville ici. Effectivement, quand on modifie des véhicules, eh bien, il peut y avoir des besoins d'adaptation des structures. On passe tout de suite aux bornes, mais il peut y avoir d'autres types de besoins en fonction de l'utilisation de ces véhicules, de leur maintenance, par exemple. Donc, c'est un excellent point. Oui, on a Antoine qui lève la main. Antoine, effectivement, le dernier réflexe, c'est de voir à compenser en ayant épuisé les autres solutions. Peut-être revenir sur les différentes sources de financement qui seraient disponibles pour soit l'étude de faisabilité, soit le déploiement des solutions. Madame Joanne Lamy aussi qui avait levé la main, Pascal. Ah, très bien. Excellent point de faire appel aux structures locales existantes qui fournissent également de l'aide, de l'accompagnement. On a une autre main levée de Madame Kim Delan, Oui. Pascal. Oui, Kim, allez-y. Excellent point, effectivement. Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre comme organisation? Ça va déterminer l'ampleur des efforts que vous voulez mettre en place. Alors, souvent, les organisations regardent ce qui se fait ailleurs, peuvent regarder dans leur secteur d'activité, puis ça fait l'objet d'autres ateliers que l'on donne sur quelle trajectoire de transition elles veulent se placer pour pouvoir déterminer des objectifs. Et ensuite, donc, comme vous l'avez dit, les ressources à mettre autant financières que ressources humaines ou de connaissances. Si je peux me permettre, sur le sujet des objectifs, juste à haut niveau, là, pour vous donner une idée, pouce en l'air, là, basé sur la science, le SBTI, qui donne les grands objectifs, suggère que pour les PME, en général, en moyenne, on devrait essayer de réduire de 50 nos émissions de gaz à effet de serre sur un horizon 2025 comparativement à 2018. Donc, ça vous donne une idée d'où regarder. C'est quand même assez ambitieux si on veut respecter les limites planétaires là, puis atteindre les objectifs de réduction, ce qui doit être fait. On a une autre main levée de Maëva Botrel, Pascal. Oui, merci pour ces différents éléments. Effectivement, les incubateurs peuvent être des ressources locales qui ont souvent des listes de financement disponibles. Le crédit d'impôt, effectivement, c'est un atout financier dans une démarche notamment de recherche et développement. Et puis, optimiser la chaîne logistique, ça veut dire à équipement équivalent, on va voir à modifier les routes pour maximiser l'utilisation des véhicules. Est-ce qu'on a d'autres... Il y a des mains qui sont restées levées. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Non, on a fait à peu près le tour. Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir sur les financements qu'il considère les mieux appropriés en fait, pour cette démarche-là, le ou les financements? Alors, quand j'étais dans un groupe, c'est… Oui, je vois une main qui s'est levée, qui s'est relevée, je crois. C'est Antoine. Ah, vous êtes sur muet. Oui, en fait, je vais peut-être prêcher un peu pour ma paroisse puisque je suis moi-même agent du fonds EcoLeader. Ce que je tiens aussi à démystifier, l'agent du fonds dans chacune des régions du Québec est vraiment là pour guider les entreprises dans leurs besoins et ça, pas non seulement pour son financement, mais pour le financement en général. Donc, faut vraiment voir l'agent comme un premier pas, un réflexe de je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas exactement ce que je peux faire. Bien, l'agent
va accompagner l'entreprise dans cette démarche-là. Puis, il n'y a vraiment pas de parti pris. Puis, très souvent, on parle justement d'experts locaux. Bien, nous, dans notre liste d'experts, quand on fait des recherches, les experts locaux sont les premiers qui sortent. Donc, on favorise vraiment l'expert local pour plusieurs raisons. Bien, définitivement, au niveau du transport, c'est sûr que ça aide, mais aussi puisque souvent, l'expert local connaît la réalité de la région en question où l'entreprise opère. Donc, l'agent peut vraiment aider à toutes sortes de financements, puis va rediriger vers les endroits qui sont le plus appropriés selon les besoins de l'entreprise. Donc, c'était simplement pour clarifier, si on veut, dans le sens que c'est ça, il n'y a pas de parti pris au niveau de l'agence. C'est vraiment, notre but est vraiment de faciliter la transition énergétique et environnementale pour l'ensemble des entreprises au Québec. Merci beaucoup, Antoine. Vous confirmez donc notre conseil numéro 1 qui était d'orienter vers l'agent du Fonds Éco-Leader et vous élargissez en fait le panel d'options qu'il ou elle sera amené à présenter à l'entreprise qui le contactera. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Mais sur ce, je vais passer la parole à Anne-Josée pour la suite. Merci beaucoup, Pascal. Donc, nous avons préparé quelques pages simplement pour un peu fournir une perspective sur les réponses que vous auriez pu fournir, mais vous êtes un très, très bon groupe. Vous avez très bien pensé. Donc, première étape, le diagnostic. On a une flotte de véhicules qui, pour la plupart du temps, à l'heure actuelle au Québec, fonctionnent avec des énergies fossiles qui sont des énergies qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on est préoccupé par le transport. On le voit beaucoup au niveau du gouvernement. On a toute une grappe au Québec qui s'appelle Propulsion, plein de nouvelles entreprises qui émergent autour de l'électrification des transports, mais aussi des transports intelligents. Donc, les sources de financement, quand on est au niveau du diagnostic, première étape, on va voir des gens comme Antoine. Antoine est en Gaspésie, si j'ai bien compris. Donc, si on est en Gaspésie, on va voir Antoine ou on cherche notre agent éco-leader local. Et puis, avec l'agent éco-leader, on va se trouver un expert qui peut nous accompagner. Vous l'avez dit, toutes les études techniques, le type d'usage, le type de véhicule, nos véhicules sont-ils récents, vieux, etc. Est-ce que les véhicules sont adaptés à l'usage qu'on en fait? Donc, souvent, simplement à l'étape du diagnostic, sans même penser à faire l'acquisition d'un véhicule électrique, on pourra optimiser les transports. Le véhicule de la bonne grosseur pour le bon usage, qui fait les bonnes routes sans faire de détours inutiles, tout ça permet de réduire les gaz à effet de serre, la consommation d'essence. L'entretien des véhicules, comment on les entretient? Est-ce qu'on fait affaire avec un garage clé verte? Est-ce qu'on fait un entretien régulier? C'est toutes des choses qui permettent de réduire les gaz à effet de serre. Donc, il faut le regarder dans notre diagnostic. Les coûts d'opération de notre flotte, comment on est équipé au niveau de notre bâtiment, ça a été soulevé. Mais un élément qu'on voulait souligner aussi, les habitudes de conduite de nos employés. Donc, pour beaucoup de flottes, il y a des données qui sont récupérées. Et s'il n'y a pas de données récupérées, il y a moyen de commencer à simplement parler d'éco-conduite avec les gens qui sont chauffeurs de nos véhicules. Parce qu'avec l'éco-conduite, on peut quand même atteindre des réductions de gaz à effet de serre relativement significatives. Donc, une fois l'étape du diagnostic complétée, on passe à la deuxième étape et là, on est vraiment dans le plan d'action. Et au niveau du plan d'action, à nouveau, le Fonds Éco-Leader peut nous aider, mais il y a également d'autres programmes qui vont inclure le plan d'action dans les programmes de financement. Donc, pour ce qui est du plan d'action, je vais voir demander peut-être, oui, le clic de souris. Donc, optimiser les trajets, les allers-retours, c'est quelque chose de très important. On voit beaucoup maintenant des transports dédiés et partagés. Donc, par exemple, des transporteurs qui vont se rendre en région éloignée, plutôt que d'aller avec chacun de leurs clients avec un camion à moitié vide, vont parler à leurs clients et regrouper les transports de plusieurs clients dans une même région. Et ensuite, au lieu de revenir avec un camion vide, ils reviennent plein de retours de marchandises. Donc, ça permet d'avoir des camions qui sont toujours pleins le plus possible et ça permet d'éviter des transports à moitié vide. Donc, encore une fois, dans l'optimisation du transport dans le plan d'action, il y a souvent des choses à faire. C'est là aussi, on peut penser de partager un véhicule avec une entreprise voisine. Il y a de plus en plus d'applications qui permettent des partages de plus en plus simples. L'entretien, des cours d'éco-conduite, formation, choix de transporteurs, modernisation, conversion de véhicules existants vers le propane. Donc, pendant la période de transition, il y a moyen de réduire les gaz à effet de serre sans nécessairement aller 100% électrique. On voit ça beaucoup, par exemple, chez les ambulanciers ou les gros véhicules.
qui n'existent pas encore à l'électrique ou qui sont encore difficilement accessibles. Donc, une conversion propane pendant la période de transition peut être rentable. Voilà, et aussi, bon, il y a toutes sortes de solutions mécaniques où on récupère l'énergie des freins dans des batteries. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tout ça doit être regardé au niveau du plan d'action. Et des choses qu'on ne pense pas aussi, les véhicules qui parfois fonctionnent au ralenti pour donner l'air climatisé aux employés. Si on stationne dans un endroit ombragé plutôt qu'ensoleillé, on a besoin de marcher un petit peu moins au ralenti. Donc, dans le plan d'action, on doit regarder tous ces détails-là. Merci beaucoup. Et ensuite, une fois le plan d'action bien établi, on est à l'étape de la mise en œuvre. Par exemple, dans ce cas-ci, si on a décidé d'électrifier sa flotte de véhicules, mais il faudra regarder qui pourront être les fournisseurs, comment on va financer le projet, quel est le coût actuel de la flotte comparativement au nouveau coût. On doit regarder les coûts d'assurance en plus de l'achat du matériel, les coûts d'installation de bornes, la formation du personnel, les coûts d'entretien des véhicules éventuellement. Donc, pour ça aussi, il y a beaucoup de ressources disponibles. On en a mis plusieurs dans le fichier Excel qui fait partie de votre guide du participant. Finalement, ça ne se termine pas à la mise en œuvre. Un bon projet de développement durable ou de transition va aussi regarder l'efficacité, la rentabilité des mesures qui sont mises en œuvre à travers un programme d'évaluation, un programme aussi d'amélioration continue. Et à ce niveau-là, on peut aussi se faire accompagner. Donc, pour valider qu'on a pris les bonnes décisions, c'est rentable, poursuivre l'optimisation des transports, s'ajuster. Le Fonds EcoLeader, au niveau des programmes d'évaluation, peut aussi nous donner un coup de pouce. Ça fait partie de notre accompagnement avec des experts conseils. Puis, évidemment, on a mis les communications, le marketing, l'image de marque. C'est certain qu'on privilégie de communiquer à partir du moment où on a un impact réel pour l'environnement. C'est très facile de communiquer quand on a des grandes ambitions. Par contre, on peut parfois créer un risque réputationnel pour notre PME à communiquer trop tôt dans le processus. Donc, toujours une bonne idée d'avoir son portrait de départ. Ensuite, mettre en œuvre des actions à partir d'un plan d'action réfléchi. Et au moment où on évalue, on comprend notre impact, on peut communiquer et c'est là où est-ce que c'est le plus crédible pour les PME. Donc, j'espère que ça vous aide, que c'est intéressant. En tout cas, j'ai bien aimé écouter vos réponses et voir que tout ça s'inscrivait bien dans les bonnes perspectives. Et avec Rosalie, on va poursuivre la discussion. En fait, je crois que c'est même avec Pascal. Donc, je repasse la parole à Pascal. Merci Anne-Josée. Effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'options, donc d'outils, de types de financement. Vous avez des projets et on peut se demander quels sont les défis ou les obstacles liés au financement de votre projet durable. Et donc là, on voudrait vous entendre. D'après vous, donc soit dans le chat, soit à main levée, quels sont les obstacles que vous rencontrez, que vous pensez que les gens que vous accompagnez peuvent rencontrer? Et éventuellement, quels sont les leviers pour pouvoir dépasser ces obstacles. Alors, est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? On a une main levée de Kim, mais j'ai l'impression que c'est de la conversation d'avant. Je crois aussi. On a eu une question précédemment, Rosalie, puis je ne sais pas si tu vas l'aborder maintenant, mais ça faisait partie d'un peu de cette question-là. C'est qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour aller chercher le financement? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir en main pour aller chercher du financement vert? Puis ici, on voit tout de suite là, de Maëva une méconnaissance de l'écosystème, rédaction de documents longs, délai d'obtention. Donc, comment faire pour se simplifier la vie? C'est des bons points. On va l'aborder dans la prochaine section, mais en fait, c'est de s'organiser, le diagnostic. C'est toutes les étapes dont on a parlé précédemment. D'avoir, quand on est rendu à l'étape du projet, d'avoir sa documentation. Mais je pense que, comme les agents du Fonds EcoLeader le disaient, puis que ça s'applique à n'importe quelle organisation, c'est d'avoir la conversation avant pour aller chercher justement quelles sont les exigences de l'organisation avec laquelle on veut transiger. Parce que ça change d'une organisation à l'autre. Il n'y a pas nécessairement une recette avec un formulaire unique et connu. Je pourrais l'aborder un petit peu plus dans la prochaine section. Oui, je rebondis sur la méconnaissance de l'écosystème. C'est un des objectifs de cet atelier, c'est de démystifier un peu l'ensemble des financements
pour donner plus de visibilité en quelque sorte aux différentes sources de financement qui existent et quel but ils poursuivent. Après, effectivement, ça demande un effort de remplir les différents formulaires. Il y en a qui sont plus demandants que d'autres. Puis, en ce qui concerne les délais d'obtention, on peut comprendre effectivement que certains projets veulent aller rapidement de l'avant. Il y a certains délais incompressibles dans l'étude des dossiers, puis l'obtention du financement, mais qui ne sont pas toujours si longs qu'on peut le penser. Non, mais tout dépendant. Si le projet est novateur et que l'organisation avec laquelle vous transigez ou que vous espérez transiger n'a pas nécessairement beaucoup l'habitude, ça peut rajouter des délais pour essayer de comprendre. Même chose si l'organisation veut, l'organisation qui vous finance veut faire un peu de l'exception parce qu'elle trouve le projet super intéressant, donc veut peut-être rallonger la durée ou veut vous offrir des avantages, bien, il faut penser que ça peut prendre du temps à l'interne de l'organisation d'aller chercher toutes les approbations pour un petit peu sortir du cadre habituel. Parce que là, on ne se le cache pas, on est souvent dans des projets de plus en plus qui sont des nouveautés. Fait que la nouveauté, il faut laisser le temps à la grande organisation de l'absorber parfois. Tout à fait. Ça prend une sensibilisation à l'interne. Je vois comme défi obstacle l'argent, donc là c'est le cœur de notre sujet, la disponibilité, le temps, effectivement, ça prend un minimum de disponibilité. On voit des organisations qui externalisent aussi la recherche de financement. Nous, CCG, ça nous arrive régulièrement de monter des dossiers de recherche de financement. Les incompréhensions des enjeux et des objectifs, effectivement, donc d'où l'intérêt de faire une analyse des besoins, comme vous l'avez mentionné dans la période d'échange. La mobilisation des parties prenantes du projet durable et tout ce qui est les activités administratives et les permis à obtenir. Effectivement, il peut y avoir certaines embûches administratives. Un autre participant mentionne la mise de fonds. Effectivement, après, on peut le voir dans la perspective d'un retour sur investissement. C'est sûr qu'avec du financement qui vient, ça peut améliorer le retour sur investissement et donc rentrer dans les grilles d'analyse des projets des PME. On revient sur les permis, le zonage, effectivement, aussi, en fonction des types de projets qui sont mis en place. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces défis. On voit qu'il y en a plusieurs. On en a touché quelques-uns. Je vais maintenant laisser la parole à Rosalie pour la suite. Merci, Pascal. Peut-être ce que j'ajouterais, pour donner un éclairage plus de type industrie de la finance durable, parmi les questions que l'industrie se pose, que les différentes organisations se posent, c'est qui devrait payer pour ça, les transformations qui attendent la PME? Est-ce que c'est uniquement la PME? Est-ce que l'organisation, l'institution financière peut aussi aider, aider de différentes manières? Et c'est pour ça, je pense qu'on voit en ce moment, étant donné les défis qui nous attendent, l'implication des gouvernements avec des sommes, des subventions pour aider à réduire la facture. Ça ne sera pas toujours présent parce qu'au début, on est dans des mesures volontaires, mais dans plusieurs années, on va probablement avoir intégré complètement ces nouvelles exigences et ça va devenir justement ça ne sera plus nouveau, ça va devenir des exigences de base pour lesquelles on n'aura peut-être plus accès à du financement supplémentaire. Parce qu'on le voit, l'échéance par rapport aux conséquences des changements climatiques, ça se rapproche. Donc, ça va devenir de plus en plus difficile de résister, de ne pas embarquer dans la vague. Donc, comment accéder à du financement vert? Bien, on pensait que c'était peut-être intéressant pour vous d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe de l'autre côté quand on est une organisation financière puis qu'on s'intéresse au financement vert puis qu'on veut soutenir les PME. Donc, peut-être vite comme ça, les bailleurs de fonds, quand on est plutôt dans l'ordre de prêts, subventions, ils veulent, ces organisations-là, ces bailleurs de fonds-là veulent savoir à quoi l'utilisation des fonds va servir. Fait que c'est de là l'idée d'avoir, à un moment donné, le projet, la transformation bien documentée pour pouvoir bien l'expliquer. Parce que si on parle d'un financement vert, il faut que ce soit rattaché à du vert. Donc, ils vont, pour pouvoir traiter votre demande de financement, passer à travers un processus de sélection et d'évaluation des projets. Donc, on ne peut pas dire uniquement, moi, je vais verdir mon entreprise. Il faut être beaucoup plus précis. Il faut avoir déjà réfléchi à ces choses. Bon, ça n'empêche pas qu'on puisse aller les contacter d'avance pour voir quels seront leurs critères d'évaluation pour justement modeler son projet en fonction de ça. Mais ultimement, il faudra avoir des bons projets bien décrits
parce que ces bailleurs de fonds-là, ils veulent pouvoir justifier que les sommes sont bel et bien utilisées à des fins environnementales avec des retombées positives, parce qu'il va y avoir toute une machine de divulgation. On crée des nouveaux produits ou alors on dit qu'on finance des nouveaux produits. Il va falloir que ces organisations-là en finance soient capables de montrer des preuves que ça a bel et bien utilisé pour ça et ils vont aller sur la place publique pour rendre des comptes et donc effectuer de plus en plus de communication. Donc, petit conseil, il y aura plein d'opportunités pour vous, les PME, de pouvoir rayonner avec ces organisations-là qui vont vouloir mettre de l'avant les bons projets, les bonnes réalisations. Fait que on peut s'imaginer qu'il va y avoir de la place dans des rapports annuels, dans des communications, dans des webinaires, ainsi de suite. Quand on est plutôt de l'ordre de l'investissement, donc on le voyait au début, hein, prise de participation au capital, mais là, ce n'est pas le projet en tant que tel et le risque associé au projet, puis la capacité de remboursement qui va être évaluée. Ça va être vraiment l'ensemble de votre projet d'affaires parce qu'on va financer l'ensemble de l'organisation. On va venir soutenir l'ensemble de l'organisation. Fait que là, on est vraiment plus de l'ordre de quels sont les engagements que l'organisation prend, les objectifs qu'elle se donne, les plans d'action qu'elle met en œuvre pour effectuer une transition. Donc, oui, il peut y avoir du financement de certains projets qui s'inscrivent là-dedans, mais on est plutôt sur l'ensemble de l'œuvre. Donc, les engagements, les plans d'action et les résultats. Et c'est là qu'on voit dans les résultats, c'est quoi la performance? Parce que l'investisseur va évaluer votre performance, si vous voulez, il va comparer les engagements que vous prenez, les plans d'action avec ce que vous obtenez comme résultat. Puis, est-ce que vous vous inscrivez sur une trajectoire de transition ou est-ce que vous avez le potentiel de vous inscrire sur une trajectoire de transition pour que l'investisseur puisse vous accompagner là-dedans? Les investisseurs, ils sont de plus en plus nombreux et variés de différentes tailles à s'intéresser à ces questions-là, partout sur la planète, bien évidemment au Canada et plus spécifiquement au Québec, parce que le Québec fait figure de leader. On est très avancé dans cette sphère-là d'activité au Québec, croyez-le ou non. Très progressiste avec des institutions qu'on a, très québécoises qui appuient aussi beaucoup. Je pense entre autres au Fonds de travailleurs, là, on y faisait référence dans les pages précédentes. Dernier petit point, bien, on voit que la finance durable, ça impacte aussi les assureurs. Les assureurs qui sont sensibles aux effets que vont avoir les changements climatiques et qui sont en train de faire des calculs. Ils travaillent ensemble sur des paramétrages pour essayer de mieux comprendre les zones inondables, comment ça va pouvoir avoir un impact sur leurs assurés. Donc, les événements extrêmes, c'est sûr, modélisation des vents, des incendies, on le voyait. Mais aussi, les assureurs sont intéressés de voir comment ils peuvent accompagner aussi leurs clients, leurs membres avec des produits d'assurance verts. Donc, on a tendance à penser que des fois, ça peut mener à des rabais, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ça peut mener à des coûts d'assurance un petit peu plus élevés. Et ça, on est vraiment au début. Il y a beaucoup de changements. On s'attend à beaucoup de changements dans ce secteur-là parce qu'on le voit, les réassureurs au niveau mondial s'organisent, fait qu'il y a un effet cascade. Et les assureurs au niveau canadien, le Bureau d'assurance du Canada est très actif sur ces questions-là. On termine avec la dernière section, les perspectives d'avenir, parce que je vous le dis, ça bouge, fait que je voulais vous montrer un peu comment ça bouge. Donc, premièrement, c'est de dire les motivations sont multiples et variées qui font en sorte que les acteurs se mettent en œuvre, se mettent en action. Mais ce qu'on voit, comme on le disait un peu dans le schéma du début, c'est qu'on regarde de plus en plus à long terme. Donc, on sait que la dominante en finance, c'est de regarder beaucoup à court terme, puis d'être vraiment, quand on regarde les transactions sur les marchés boursiers, c'est quoi l'évolution du cours de mon titre en bourse d'un trimestre à l'autre? Même nous, personnellement, on peut regarder là, nos relevés de placement, qu'est-ce qui s'est passé d'un trimestre à l'autre, le sacro-saint performance trimestrielle. On est dans une logique où on essaye de prendre de la hauteur puis de regarder beaucoup plus loin parce que les effets des changements climatiques et d'autres enjeux de durabilité vont se faire sentir à plus long terme. Donc, on essaye de se dégager un petit peu puis d'avoir une réflexion plus holistique, comme je le disais au début. Il se trouve que ça fait écho aussi chez nous, chez les consommateurs. On le voyait avec le fameux panier bio qui a été inventé dans le cadre de la pandémie, mais c'était une tendance qu'on voyait déjà
poindre à l'horizon. Donc, des consommateurs qui veulent des produits plus locaux, plus responsables, moins polluants, qui sont parfois prêts à payer plus pour avoir des produits qui possèdent ces caractéristiques-là. Et donc, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. On a aussi, comme je l'ai dit au début, des employés qui s'intéressent de plus en plus à ces questions-là. Donc, on voit que ça vient jouer ça vient influencer la finance. On vous met l'exemple d'un manifeste étudiant pour un réveil écologique. On a vu des étudiants se mobiliser en France pour dire on n'a pas le temps d'attendre de nous être au pouvoir puis d'être dans des postes décisionnels. On a besoin que les entreprises agissent avant. On a aussi des étudiants qui se mobilisent au Québec et au Canada et qui sont en train de créer dans des associations, ils sont en train de se donner des outils pour influencer les organisations, pour dire comment on accède à des emplois plus verts, à des emplois plus alignés au développement durable. Fait que, vous voyez, beaucoup d'actions chez les jeunes qui rentrent sur le marché du travail et ça se reflète aussi chez d'autres, pas juste chez les jeunes, mais dans un contexte de pénurie, on voit que ça peut être un élément très important pour les PME. Sur une échelle plus macro, je dirais que les transformations, on le voit, commencent souvent par des collaborations et par des mesures volontaires qui sont mises en œuvre. Et là, vous voyez vraiment les 3 secteurs que j'évoque depuis le début. Les investisseurs qui sont regroupés, entre autres, dans une association internationale qui s'appelle les Principles for Responsible Investment, qui compte 46 signataires au Québec au moins, là, si mes chiffres sont bons, sur 202 au Canada, mais qui en compte plus de 4300 à l'échelle de la planète. Donc, c'est plus ou moins, c'est à peu près 50% des actifs sous gestion, on va le voir dans la prochaine page, qui sont influencés, qui ont pris un engagement d'aller vers l'intégration des considérations environnementales, sociales et de gouvernance. Et ces joueurs-là se regroupent aussi dans des coalitions qui vont mettre la pression sur les entreprises, comme le Climate Action 100+, qui vise les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, ce sont des actionnaires qui visent les très gros émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, si vous êtes une PME à l'écoute, vous vous dites ça me touche moins. Pas sûr, parce que la grande entreprise, si elle se trouve dans votre chaîne de valeur, puis à quelque part, vous êtes un fournisseur, vous êtes un partenaire, soyez assurés que les grandes entreprises vont s'assurer de faire décliner ces exigences-là chez leurs fournisseurs et fournisseurs de fournisseurs. Donc, même chose un regroupement chez les banquiers qui est tout récent. On a 3 banques signataires, 3 organismes prêteurs signataires au Québec versus les 5 qui sont au Canada. Et même chose chez les assureurs, les Principles for Sustainable Insurance. Donc, ça commence volontaire, des organisations qui se donnent des outils, mais à un moment donné, ça devient des exigences réglementaires parce que les régions, les collectivités, les pays s'approprient ça. Rosalie, on a une question ici de Oui. Kim Delan. Comment s'assurer que les acteurs, même s'ils ont signé un protocole ou une entente ou un manifeste ou peu importe, là, ne fassent pas du greenwashing et des lobbies politiques par rapport à ça? Oui, question de l'heure. Très, très pertinente parce qu'en fait, on le voit, ça peut être un risque. Donc, ces regroupements-là, donc c'est des regroupements volontaires, puis c'est des questions de principe et de valeur. Donc, on adhère, puis ça se veut, en français, on dit directionnel, en anglais, on va dire aspirational. Donc, on s'attend à ce que les organisations progressent, mais on n'est pas là pour surveiller ou on ne fait pas la police. Ce qu'on met en œuvre, c'est une exigence de transparence pour que les organisations publient communiquent, en fait. Et on voit au début, les organisations communiquent surtout sur du qualitatif, racontent des histoires, voici ce qu'on a fait, blablabla. Mais plus ça va aller, plus l'étau va se resserrer, les organisations devront communiquer sur des résultats, donner des chiffres et des preuves. Donc aujourd'hui, on n'a pas énormément d'outils autres que, on regarde ce qu'elles communiquent, mais demain, on va avoir probablement des tableaux de bord, des classements on va avoir des spécialistes qui vont rentrer, qui vont examiner la documentation et qui vont pouvoir dire ça, ce qui est divulgué, c'est bon, ou ça, ce qui est divulgué, c'est pas très bon. Donc, on va avoir de plus en plus de paires de yeux qui vont regarder et qui vont pouvoir pointer ça commence à être pas mal du greenwashing, de l'éco-blanchiment, parce que les preuves ne sont pas au rendez-vous. C'est un petit peu ce que je dirais pour commencer.
Et j'espère que ça répond à la question. Oui, une autre question qui est posée en lien avec ça. Est-ce que le monde de la finance va s'appuyer éventuellement sur des certifications plus que d'autres pour des PME, par exemple? Est-ce que si une PME, elle est B Corp, ça va lui donner un avantage intrinsèque, là, un petit peu sans avoir à se justifier davantage, par exemple? Bonne question. Oui, de plus en plus, on va voir des certifications se créer ou être adoptées par des régions. On n'a pas beaucoup de certifications pour l'instant au Québec, au Canada, mais on voit que c'est le cas ailleurs. Si vous possédez une certification B Corp, c'est déjà un avantage parce que les investisseurs et de plus en plus de prêteurs connaissent la certification et voient ça d'un bon œil. Je pense entre autres à la BDC qui est elle-même une organisation certifiée B Corp et qui elle-même semble avoir beaucoup de clients qu'elle accompagne qui sont certifiés B Corp, donc une bonne orientation dans ce sens-là. Mais pas que BDC, les autres le regardent aussi. Donc, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. On va devoir aussi créer fort probablement des outils comme des certifications pour venir étiqueter les différents produits de financement et les produits d'investissement qui intègrent des caractéristiques ESG. C'est ce qui attend l'industrie dans les prochaines années, définitivement. Bien, je vais y venir aussi parce que je vais passer juste vite pour vous montrer l'évolution des signataires PRI, là, les principes pour l'investissement responsable. C'est les organisations dans le milieu de l'investissement dont je parlais, avec le plus que 50 là, les 121 000 milliards de dollars gérés. Je reviens à la certification parce qu'en fait, c'est plus pertinent d'en parler à cette page-ci parce qu'on parle du groupe d'experts en finances durables qui a été formé au Canada, qui a offert des recommandations au gouvernement canadien sur les différentes choses à mettre en œuvre, les différentes pistes d'action que le gouvernement fédéral peut mettre en œuvre. Et donc, l'identification des produits d'investissement responsable, l'octroi d'incitatifs fiscaux pour les appuyer, ça faisait partie des recommandations, des 15 recommandations que ce panel-là a publiées. Et comme vous le voyez, il y a des gros noms, hein, les membres. À l'époque, M. McClem, c'est le président de ce groupe-là. Il n'était pas le gouverneur de la Banque du Canada, mais il est devenu gouverneur de la Banque du Canada. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'aussi, ces gens-là sont des experts des questions ESG et ont des postes d'influence, des postes décisionnels d'importance dans le milieu financier. Donc, ce n'est plus une question de marge, c'est vraiment au cœur de la transformation. Les investisseurs sont de plus en plus sophistiqués et exigent davantage d'informations. Encore une fois, on va parler des recommandations du groupe de travail, le Task Force on Climate-Related Financial Disclosure. Donc là, les investisseurs qui sont sophistiqués essayent de plus en plus de situer les entreprises sur une trajectoire d'émissions de CO2 et vont aussi vouloir accompagner les organisations. Donc, ils vont chercher à s'associer à des équipes de direction qui sont proactives, à voir que des organisations comme les PME se dotent d'engagement. Là, on n'est plus juste sur les PME, mais des grandes entreprises. Donc, vous voyez qu'ils internalisent des experts en changement climatique et de plus en plus d'employés dont le boulot à temps plein, c'est de faire des calculs, de faire des analyses et de bien comprendre ce que c'est. Au niveau des institutions bancaires, on voit qu'au Canada, on est quand même dans les premiers pas, mais les organisations s'intéressent davantage aux informations. On n'a pas toujours les informations sur les gaz à effet de serre de la part des PME, des autres organismes, mais sachez que ces organisations-là, les banques, les coopératives financières, les organismes parapublics peuvent compter sur des estimations. Donc, en sachant dans quel secteur vous êtes situé, on peut associer, mettons, des moyennes d'émissions de gaz à effet de serre pour essayer de venir me comprendre un peu mieux puis mesurer le risque. Et de plus en plus, on va raffiner notre analyse pour dire qu'il y a certaines activités, finalement, c'est plus compatible. Donc, on va se désassocier. Ce n'est pas nécessairement un réflexe d'aller là, mais c'est déjà des choses qu'on fait au niveau de la gestion du risque traditionnel. Fait qu'éventuellement, il va y avoir des activités qui vont tomber dans « Ah, désolé, c'est plus nécessairement intéressant ». Mais sachez que ce n'est pas là qu'ils veulent s'en aller, c'est beaucoup accompagner et encourager. Petit exemple d'engagement pris à échéance net zéro, Desjardins, le mouvement Desjardins, s'est doté d'une cible, disons, très agressive
parce que beaucoup d'organisations se donnent comme objectif d'arriver aux émissions net zéro d'ici 2050. Desjardins veut y arriver 10 ans avant. Et donc, ça va cibler des secteurs très précis, l'immobilier, le transport, l'énergie, les 3 secteurs clés qui sont ciblés, autant au niveau des opérations de financement que de l'investissement. Et là, Anne-Josée, je te vois arriver, tu as peut-être une question? Oui, bien, il y a quelqu'un qui souligne aussi qu'on voit de plus en plus les grands régimes de retraite ajouter le développement durable dans leur stratégie d'investissement. Ah, tout à fait. Ça fait partie des grands investisseurs quand on parlait des signataires des principes pour l'investissement responsable, les très grands régimes de retraite, effectivement. Les administrateurs de ces très grands régimes de retraite-là, je parlais de la Caisse de dépôt et de placement, mais vous pouvez penser au régime de retraite des universités, des très grandes organisations. Les régimes de retraite sont des joueurs clés puisqu'ils investissent à très long terme et se soucient vraiment beaucoup de l'investissement, de la durabilité. Bien, au niveau des assureurs, les assureurs tiennent compte des risques. Et là, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de se documenter davantage sur les risques climatiques. Ils vont raffiner, au fur et à mesure qu'ils vont obtenir des données, puis ils vont avoir une meilleure compréhension, ils vont raffiner davantage leurs évaluations pour être en mesure d'identifier ce qui représente des grands risques, puis peut-être augmenter les coûts d'assurance pour ça. Mais de l'autre côté, peut-être encourager des activités avec des bonnes caractéristiques pour pouvoir les récompenser, donc des incitatifs, des rabais sur les primes, etc., etc. Donc, globalement, ça fait dire à l'un des joueurs les plus importants dans le milieu de la finance, M. Larry Fink, qu'à terme, les entreprises ne pourront plus réaliser des bénéfices à long terme sans adopter des objectifs puis tenir compte d'un large éventail de parties prenantes. Fait que ce que Larry Fink, en fait, BlackRock, c'est le plus grand gestionnaire de portefeuille au monde. C'est plus de 8 000 milliards de dollars qui sont gérés par BlackRock. Sa prédiction à ce monsieur, c'est qu'il va y avoir une réallocation importante du capital qui va arriver plus tôt que plus tard. Donc, c'est petit récapitulatif de cette section des perspectives d'avenir. La transition est en marche. La finance évolue et elle se tourne vers la durabilité pour justement accompagner cette transition-là puis comprendre ce qui va se produire. Et ça va avoir des répercussions très importantes. Il y a des outils qui existent, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont s'ajouter dans les prochaines années. Bon, bien que les investisseurs étaient bien avancés, on voit que les institutions qui offrent du financement, les assureurs rentrent dans la course, dans la danse. Ça conclut pour moi. Je retourne la parole à Pascal. Merci beaucoup, Rosalie. Alors, si vous souhaitez plus d'informations, eh bien, on vous renvoie vers le guide du participant que vous avez en main et également la classe de maître qui est disponible sur le site de Competiver. C'est une vidéo qui vous permettra de découvrir plus en détail encore les programmes de soutien à l'implantation de projets éco-responsables. Donc, on vous invite chaudement à aller consulter cette vidéo. Donc, comme mentionné au début de l'atelier, nous allons maintenant ressonder votre niveau de confort vis-à-vis de la capacité de la finance durable à avoir un impact sur votre entreprise à travers un sondage Zoom que je lance à l'instant. Donc, vous sentez-vous pas du tout confortable, pas très confortable, assez confortable ou très confortable vis-à-vis de pouvoir expliquer en quoi l'évolution de la finance durable peut aider, peut avoir une solution, peut vous venir en soutien dans vos démarches de transition vers une économie bas carbone. Alors, j'ai plusieurs réponses qui sont rentrées. Je vous laisse encore quelques secondes pour finaliser vos retours. Je vais arrêter le vote dans 2 secondes. 1. Et je vous partage les résultats. Donc, vous êtes maintenant soit assez confortable ou très confortable. On peut en conclure, je crois, Anne-Josée et Rosalie, que nous avons augmenté votre niveau de confort vis-à-vis de la finance durable et de quelle façon elle peut aider votre PME ou les PME à mettre en place des solutions éco-responsables, à mettre en place une transition bas carbone et des solutions qui adressent le défi de l'action climatique.
Merci beaucoup, Pascal. C'est une excellente nouvelle. On aimerait vous inviter également à évaluer cet atelier. Justement, on voit par les réponses ici qu'il semble qu'on vous a bien aidé, mais on apprécie toujours avoir votre feedback. En particulier, aujourd'hui, nous avions Rosalie Vendette, une experte en développement durable qu'on est allé chercher comme conférencière invitée. Est-ce que vous avez apprécié avoir une conférencière invitée aujourd'hui comparativement à nos ateliers habituels? Également, n'oubliez pas de peser sur envoyer, d'appuyer sur envoyer à la fin de votre formulaire du participant pour recevoir une copie dans votre courriel. La copie va vous arriver de Google Forms. Donc, possiblement dans votre courrier indésirable, nous avons mis l'adresse ici sur la page pour que vous puissiez voir d'où va vous provenir votre formulaire du participant. Le lien pour l'appréciation de l'atelier va être placé dans le chat maintenant. Je crois que c'est déjà fait. Et va également vous être envoyé dans le courriel de suivi. Donc, j'aimerais également attirer votre attention sur un de nos partenaires qui est Pivot, le site web gopivot.org, où vous pouvez aller voir des exemples de PME inspirantes de partout au Canada, des PME qui mettent en œuvre des actions climatiques, dont plusieurs ici même au Québec. Et vous pouvez même faire partie de GoPivot si vous souhaitez vous-même partager vos histoires de transition. C'est organisé en collaboration avec l'Office national du film du Canada, qui est très intéressé à voir ce qui se passe dans cette grande décennie de transition 2020-2030 pour les PME du Canada. Donc, cet atelier interactif vous a été présenté à nouveau grâce à Desjardins, financé en partie par le gouvernement du Canada, ainsi que de nombreux collaborateurs, l'ABDC, Investissement Québec, Finance Montréal, Groupé Mauricie-Rive-Sud, PME Montréal Est de l'Île, l'équipe de Pivot de l'Université McGill, CDP et l'ADEME. Nous remercions également nos partenaires de diffusion, Écotech Québec, le Fonds d'action québécois pour le développement durable, Accélérer 2030 pour le Québec, Foire Écosphère, Comité 21. Également, nous avons le soutien de tous les regroupements des jeunes dans les universités qui sont formés en développement durable dans nos écoles de gestion. Et nous vous encourageons à penser à eux, que ce soit pour recruter quelqu'un en ressources humaines, en production, en marketing, aller chercher des jeunes avec des compétences en développement durable. Ça va vous permettre rapidement d'accroître les connaissances dans votre entreprise. C'est un très bon moyen pour accélérer sa transition. Sur ce, nos prochains rendez-vous, le 3 novembre prochain, comment réduire ses émissions de GES. C'est une reprise d'un atelier de cet été si vous l'avez manqué. Même chose pour le 10 novembre, piloter sa transition. Ce sera un grand plaisir de vous y accueillir. Des ateliers interactifs comme on a eu aujourd'hui. On a également une invitation toute spéciale aux PME, 2 tables rondes exclusives, faire des choix payants pour une relance verte. Ça va être l'occasion à la fois d'apprendre et de partager. Donc, tous les liens pour ces événements sont sur le site web de pmesobrencarbone.ca. Et très bientôt, le lien va être là. On organise une grande conférence de 8h à midi le 9 février prochain qui sera animée par Pierre-Olivier Zappa, donc journaliste économique. Et ça va être une rencontre virtuelle à laquelle on convie les PME de partout dans la province. Donc, à nouveau, tous les liens sont sur notre site web pmesobrencarbone.ca. Aussitôt qu'ils sont disponibles, allez vous y inscrire. Tout ça est offert gratuitement grâce à nos partenaires, sauf pour la conférence où il y aura un frais d'inscription. Et entre-temps, si vous êtes intéressé à en connaître plus sur votre propre trajectoire de transition, nous offrons un diagnostic stratégique d'action climatique. Donc, c'est un accompagnement qu'on offre en collaboration avec CCG pour être en mesure d'évaluer quel est le niveau de maturité et de cohérence de l'intégration des actions climatiques dans votre stratégie d'affaires. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, communiquez avec nous pme@ccgclimat.com ou encore info@québecnetpositif.ca. Donc, en terminant, je vais vraiment remercier notre conférencière invitée Rosalie Vendette, également Pascal, Geneviève qui est à mes côtés pour animer cet atelier, Élise au soutien technique, Cassandra et toute l'équipe qui ont permis de rassembler les informations pour vous rendre ça, et à vous tous qui avez été parmi nous aujourd'hui. Un grand merci, c'est un plaisir d'être avec vous et n'hésitez pas à communiquer avec nous. Si vous avez toute question pour votre transition, c'est toujours un plaisir de vous aider. Merci. Bonne journée.